On me demande ici de calculer l'indice de l'asper des quantités, des prix, pardon, d'accord? Indice de l'asper des prix. Et pour calculer cet indice de l'asper des prix, vous voyez que ici, on dispose d'un vecteur que j'appelle Q0. Ici, je dispose d'un vecteur que j'appelle Q1. Ici, je dispose d'un vecteur que j'appelle Q2. D'accord? Et à côté, j'ai bien sûr les vecteurs de prix correspondants P0, P1 et P2. D'accord? Et puis, la valeur des paniers, c'est simplement le somme prod de chacun de ces vecteurs, les deux vecteurs. Donc la valeur du panier à l'instant 0, c'est P0 scalaire Q0. La valeur du panier à l'instant 1, c'est ce que j'ai appelé P1 scalaire Q1. Et 216, c'est P2 scalaire Q2, en sachant qu'à chaque fois, ceci veut dire somme prod ou scalaire, d'accord? Ou produit scalaire. Donc, quand on me demande de calculer l'indice de l'asper à la date 2 par rapport à 0 des prix, d'accord? Ce que l'on demande de faire, c'est calculer un indice. Donc il est en base 100, donc il faut toujours le multiplier par 100, bien sûr. Et ce qu'on doit comparer, c'est le prix à la date 2 avec le prix à la date 0. Puisqu'il s'agit de comparer, de voir de combien a augmenté le prix entre la date 2 et la date 0. Sauf que bien sûr, il s'agit d'un indice synthétique. Donc pour faire ce calcul, comme P2 et P0 sont des vecteurs, en fait ce qu'on fait, c'est qu'on calcule à structure de quantité inchangée. Et donc comme c'est un indice de l'asper, la structure de quantité de référence qu'on prend, c'est simplement P0 scalaire Q0. Ok? Et donc, ceci, ce n'est rien d'autre que P0 scalaire Q0, c'est 96, d'accord? Puisque c'est cette quantité-là. Et puis P2 scalaire Q0, c'est simplement le prix des croissants, 1,2, multiplié par les quantités de croissants à l'instant 0, 60, plus combien? Plus 2,4, le prix de la brioche, multiplié par la quantité de brioche à l'instant 0. D'accord? Et donc c'est ça le calcul qu'on fait. Bien sûr, pour que ce calcul soit juste, il faut multiplier tout ça par 100 et on obtient 135. Ok? Si vous voulez faire le même ici, vous faites le même calcul. Vous voulez comparer, vous voulez calculer un indice de prix. Et ce que vous voulez faire, c'est comparer le prix à l'instant 2 avec le prix à l'instant 1. Donc, les deux éléments qui rentrent là-dedans, c'est au numérateur quelque chose qui est relatif au prix à l'instant 2, et au dénominateur quelque chose qui est relatif au prix à l'instant 1, P1. Et puis, évidemment, ici vous allez combiner ça avec Q1 et Q1, parce que c'est la définition d'un indice de l'asper. Vous prenez la structure des quantités à l'instant 1. Donc au dénominateur, vous avez 165, et au numérateur, vous avez le prix à la date 2, c'est-à-dire 1,2 multiplié par combien? Multiplié par 99, plus 2,4 multiplié par Q1 pour la brioche, c'est-à-dire 30. Ok? Donc c'est ça qu'on avait fait. Je pense qu'on l'avait fait la dernière fois. Pas de questions là-dessus? Bon, ça tombe bien. On va pouvoir avancer. Donc si on fait ça, normalement aussi vous l'avez vu en DE, ok? Si on nous demande de le calculer sur Excel, puisque on doit aussi faire du Excel, vous voyez qu'à chaque fois on a toujours la même structure, hein. Je vais expliquer ici un vecteur de prix, ici un vecteur de quantité pour chacune des dates, d'accord? La valeur ici, c'est évidemment P0 scalaire Q0, c'est comme ça qu'on l'a noté, et en langage Excel, c'est un sum prod. C'est le sum prod de quoi? C'est le sum prod du vecteur
Q0. Le vecteur Q0, c'est le vecteur B18, C18. Ok? Avec quoi? Avec le vecteur P0, et le vecteur P0, c'est le vecteur D18, E18. D'accord? C'est comme ça que je vais obtenir la valeur en utilisant le SUMPROD. Et ce SUMPROD, ce n'est rien d'autre que... c'est un peu trop éclairé là. Ah non. C'est fort l'écart. Le SUMPROD, c'est juste le produit scalaire. D'accord? On nous demande de calculer le Laspert des prix ici, d'accord? Vous voyez, ce qu'il y a dans cette case, c'est le Laspert des prix année précédente. Et ça, c'est le Laspert des prix en prenant l'année 0 comme référence. Donc, dans cette case, ce qu'il faut mettre, c'est le Laspert des prix année précédente. Bon, évidemment, la première case n'a aucun sens puisque on n'a pas de données avant. Enfin, celui-là, non. Celui-là, on ne peut pas le calculer, en fait. D'accord? Donc, ce qu'on doit remplir, c'est celui-ci. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans ça? C'est quoi les quantités qu'on doit calculer ici? C'est 100 fois un produit scalaire. C'est le Laspert des prix de 1 par rapport à 0. Donc, c'est P1 scalaire Q0 divisé par P0 scalaire Q0. D'accord? Et ça, c'est quoi? Bien sûr, c'est un SUMPROD de quoi? Bah, vous voyez qu'il faut combiner tout simplement en haut le prix à la date 1. Donc, le prix à la date 1, c'est le vecteur B19 2.C19. Et il faut le combiner avec quoi? Il faut le combiner avec les quantités à la date 0, c'est-à-dire le vecteur D18, E18. Ok? Ça, c'est le numérateur. Ça, il faut diviser par quoi? Il faut diviser par P0, Q0. D'accord? P0, Q0, c'est cette quantité-là. D'accord? C'est en fait égal à F18. Et vous multipliez par 100. D'accord? Ça, c'est ce qui nous donne exactement le Laspert que je cherche. Ok? Au numérateur, j'ai fait le produit scalaire du prix à la date 1 avec les quantités à la date 0. D'accord? B19, C19, B18, E18. Et au numérateur, bien sûr, j'ai pris P0, Q0. Et P0, Q0, c'est la même chose que la valeur à l'instant 0, c'est-à-dire 96, c'est-à-dire F18. Donc ça, c'est ce que je rentre dans cette case. Ok? Que se passe-t-il? Cette formule est-elle recopiable? Est-ce que je peux recopier cette formule ou pas? Est-ce que je peux la recopier ici? Je n'ai pas mis de $ dans cette formule. Donc si je la recopie, ça va tout décaler. Tout ce qui est avec ça va décaler le chiffre de 1. Ok? Ben, vous voyez, c'est exactement ce que je vais faire. Puisque là, ce que je vais calculer, c'est l'indice de Laspert de 2 par rapport à 1. Donc ça va me permettre de tout décaler d'une ligne. Et donc, je trouve la même formule. Donc cette formule, elle est recopiable ici. Si je la recopie, d'accord, c'est bon aussi, ça va me donner ce que je cherche. Puisque l'ensemble se décale, le B19 se transforme en B1, C19, C20, D18, D19, E19, F19, c'est exactement ce que je veux utiliser. Ok? Maintenant, ce qu'on me demande de faire dans la colonne d'après, c'est de calculer le Laspert, mais cette fois par rapport à la référence de l'année 0. Donc cette fois, je peux écrire que si on compare l'année 0 à l'année 0, ça donne bien 100, on est OK. Et ce que je vais mettre là, c'est bien sûr le même résultat que ce qui est là. Je vais mettre le même résultat que ce qui est là. Je dois comparer par rapport à l'année 0.
voudrais, c'est que cette formule soit recopiable. Comment je peux faire pour qu'elle soit recopiable en dessous? Je la mets ici. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut que je mette ici? Il faut que je mette une somme prod. Et ce que je voudrais, donc, dans cette somme prod, il faut que je fasse apparaître le prix de la date 1, donc c'est-à-dire B19, C19, ok? Et je vais vouloir le combiner avec quoi? Avec les quantités de la date 0. C'est un indice de l'Asper. Il faut bien mettre P1 plus 0, on est d'accord? Donc qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre D18, D19. Mais ce que je voudrais, D18, E18. Ce que je voudrais, c'est que cette formule soit recopiable. Et pour qu'elle soit recopiable, vous voyez que ce qui apparaîtra en dessous, c'est aussi un Q0. Donc il faut que je mette un dollar quelque part. Où je vais mettre le dollar? Je vais mettre le dollar de manière à figer les quantités à la date 0. Donc devant le 18. Donc cette fois, je vais mettre D dollar 18, E dollar 18, d'accord? Et je divise par quoi? Je divise par P0 Q0. P0 Q0, c'est cette quantité-là, on a déjà rencontré, c'est F18, et je ne peux pas non plus qu'elle bouge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le diviser par F dollar 18, d'accord? Et je multiplie le tout par 100. Donc, vous avez une illustration ici. Vous voyez qu'en mettant cette formule Excel et en utilisant des dollars, ça me permet de bien me ramener à quelque chose qui est toujours à l'instant 0. D'accord? Et si je la recopie en dessous, tout va bouger, sauf les endroits où il y a des dollars. Donc, ça ne bougera pas. On restera bien à 18, on restera bien à Q0, et le dénominateur ne bougera pas. C'est exactement ce que je veux faire. Donc finalement, vous voyez, cette formule, elle est également recopiable vers le bas pour obtenir mon bon résultat. C'est juste une utilisation des dollars. Ok? Donc, vous pouvez le faire sur Excel. On a juste calculé les deux indices de l'Asper, des prix. On les a cumulés ici, et on a revu comment on utilisait son prod et comment on utilisait le symbole dollar. Bon. Ah oui, ça marche plus, ça. D'accord. Ok. Alors, maintenant, on va voir une propriété qui est intéressante. Donc, je vous rappelle la formule d'un Lasper. Le Lasper de 1 par rapport à 0 des prix, c'est 100 fois le prix de la date 1 que je compare au prix de la date 0, scalaire, les quantités de la date 0, je fiche ça à la date initiale. On est OK? En faisant ça, je construis un espèce de panier hybride qui aurait les prix de la date 1 et les quantités de la date 0. Et ce que je cherche à avoir par là, c'est un indice de prix. Et en fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai plusieurs biens. Et si on veut que cet indice de prix soit cohérent, ce serait intéressant d'avoir une propriété qui nous montrerait que, typiquement, c'est ce qu'on va voir maintenant, que l'indice de l'Asper n'est rien d'autre qu'une moyenne pondérée des indices élémentaires de prix de chacun des biens, pondérée par quoi? Pondérée par le poids de la dépense dans le bien en question, dans le budget total. Donc, ce que l'on va montrer ici, c'est qu'on peut aussi, on a une quantité, on peut aussi définir le Lasper comme étant une moyenne pondérée des indices de prix de chacun des biens. Moyenne pondérée par quoi? Moyenne pondérée par les parts budgétaires. D'accord? Donc, si on doit analyser l'augmentation de prix de plein de biens à la fois, on va faire simplement une moyenne des indices d'augmentation de chacun des biens, le prix de chacun des biens, et on va les pondérer par les coefficients budgétaires initiaux. D'accord? Donc c'est ce que je dis là. Pour chacun des biens, on va se mettre dans un cas où il n'y a que deux biens, ça ne sert à rien de faire pour plus de deux biens, ça marche des deux biens, on va prendre pour compte ces deux cas-là.
on a des indices élémentaires qui nous donnent l'augmentation du prix de chacun des biens. On a des coefficients budgétaires que je note alpha en 0 qui nous montrent le poids de chacun des biens dans la dépense. Et bien l'indice de l'ASPER, c'est simplement la moyenne pondérée par le coefficient budgétaire en 0 des indices élémentaires. D'accord? On a ce résultat-là. Pourquoi ce résultat-là est vrai? C'est ce qu'on va faire maintenant. C'est une petite démonstration mathématique pas très intéressante, mais qu'il faut faire. Donc, ce que je dis ici, c'est ce résultat-là qu'on a. L'indice de l'ASPER des prix, c'est la moyenne pondérée des indices élémentaires des prix des deux, entre 1 et 0, pondérée par quoi? Pondérée par les coefficients budgétaires. Sachant bien sûr que si vous avez deux biens, les coefficients budgétaires somment à 1. D'accord? Bien sûr. Pourquoi on a ce résultat-là? C'est quoi l'indice de l'ASPER? Imaginez que vous ayez que deux biens. Ça ne sert à rien d'en avoir plus. L'indice de l'ASPER, je l'écris, c'est un peu pénible à écrire. C'est quoi? C'est P1. Alors, attention, c'est P11. Il y a deux biens. Il y a un bien 1 et un bien 2. Donc P11, c'est le prix du bien 1 à la date 1. Multiplié par Q1, 0, la quantité de bien 1 à la date 0, plus P2, 1, Q2, 0, c'est-à-dire Q2, 0 est dans la quantité consommée de bien 2 à la date 0. D'accord? Le tout divisé par quoi? Le tout divisé par un truc qui va être P1, 0, Q1, 0, plus P2, 0, Q2, 0. D'accord? Et ça, à un moment, j'ai appelé ça, ou appelons ça, P0. C'est la valeur à la date 0 du panier de biens. D'accord? C'est ça l'indice de l'ASPER. Maintenant, vous êtes aussi d'accord que ceci, vous pouvez le réécrire, vous cassez la somme qui est là, vous pourrez réécrire ça comme étant égal à 100 fois P11 Q10 divisé par V0, d'accord? Ça évite à chaque fois de tout à réécrire là, plus P21 Q20 divisé par V0. Ok? Bon, c'est simplement juste casser la fraction en deux morceaux avec le même dénominateur. Et vous voyez que ce petit terme-là, ce terme-là qui est là, d'accord, je voudrais l'écrire comme un coefficient budgétaire. Ce que je peux faire, c'est que ce terme-là, j'écris les 100, d'accord. Ce que je vais faire, c'est que sur ce terme-là, je vais multiplier en haut et en bas par le prix du bien 1 à la date 0. Pourquoi je fais ça? Vous voyez que si je multiplie en haut et en bas par le prix du bien 1 à la date 0, je multiplie en bas, ça va me faire P11 divisé par P10, plus P10 multiplié par Q10 divisé par V0. Vous êtes d'accord que ce que j'ai fait là, c'est simplement que j'ai pris la même quantité, j'ai multiplié en haut et en bas, je peux le faire en vert là, j'ai multiplié en haut et en bas par un truc qui est P10. D'accord? Et vous voyez que c'est exactement les mêmes termes, c'est bien P11 Q10 divisé par V0. Pourquoi je fais ça? Parce que ceci, ça ressemble à quelque chose qui est l'indice d'augmentation du prix du bien 1 entre la date 1 et la date 0, plutôt entre 0 et 1. Et ça, ce n'est rien d'autre que ce que j'ai appelé le coefficient budgétaire. La dépense en bien 1 à l'instant 0 divisé par la dépense totale en bien 1 à l'instant 0. Donc, en mettant P1, 0 en haut et en bas, je vais faire apparaître quelque chose qui est relatif à l'indice élémentaire et quelque chose qui est relatif au coefficient budgétaire. Et c'est pour ça que je fais cette petite manœuvre. Donc, je reviens à ce que vous devez faire. Ok. Bien sûr, ça, je peux le faire aussi pour le deuxième. Vous voyez que le deuxième, je peux très bien multiplier en haut et en bas par P de 0. Ok. D'accord. Donc
c'est exactement la même manœuvre. Ici, vous voyez que j'ai mis P2,0 qui s'annule en haut et en bas, et ça me permet de faire apparaître ce que je veux. Pourquoi? Parce que vous voyez que ça, cette quantité-là, ce n'est rien d'autre que l'indice élémentaire d'augmentation du lien 1 entre 1 et 0. Attention, divisé par 100, puisque l'indice élémentaire de P1, c'est bien P11 divisé par P10 multiplié par 100. Et ceci, cette quantité-là, ce n'est rien d'autre que ce que j'ai appelé le coefficient, c'est le alpha 1, 0, c'est le coefficient budgétaire, c'est la part du bien 1 dans la dépense à l'instant 0. D'accord? Donc, voilà les deux termes qui apparaissent ici. Et puis, ici, je peux faire pareil. Vous voyez que cette quantité-là, ce n'est rien d'autre que I1 par rapport à 0 de P2 divisé par 100. C'est cette quantité-là. Et ça, ce n'est rien d'autre que la part de dépense en bien 2 à l'instant 0. C'est-à-dire alpha de 0. Et donc au total, et que le 100 qui est là, le 100 qui est là, s'en va avec le 100 qui est là, et j'en déduis donc que finalement, l'indice de l'asper, ce n'est rien d'autre que alpha 1, 0 multiplié par l'indice élémentaire de 1 par rapport à 0 du lien 1, plus alpha de 0 de I1, 0, P2. D'accord? Donc, c'est ce que je veux démontrer. C'est ce que je voulais démontrer. L'indice de l'asper, vous pouvez soit le voir directement à partir de sa définition, soit vous pouvez le voir comme étant une moyenne pondérée des indices élémentaires de prix. Pondérée par quoi? Pondérée par les coefficients budgétaires à l'instant 0. Donc vous prenez la structure de la consommation à l'instant 0, c'est-à-dire les alpha, combien vous avez dépensé en part de dépenses en chacun des biens. Vous allez utiliser ces alpha comme des pondérations des indices élémentaires de prix. Et l'indice de l'asper, ce n'est rien d'autre que la moyenne pondérée de ces indices élémentaires de prix. Ok? Donc c'est ça qu'on a fait. Bon, donc c'est ce qui est fait là. Ok? Je ne vais pas le refaire. Sauf que là c'est écrit. Et donc maintenant, on voit qu'on a une autre manière de calculer l'indice de l'asper. D'accord? Donc, regardez ce que j'ai fait ici dans ce tableau Excel. J'ai repris les données initiales telles. Et à chaque fois, j'ai calculé l'indice de prix, les indices de prix élémentaires, donc les indices de quantité élémentaire, on s'en servira après, et les coefficients budgétaires. On est d'accord que 50% ici, c'est quoi? C'est le fait qu'à la période 0, vous êtes d'accord avec moi, à la période 0, vous dépensez 60 croissants multiplié par 80 centimes. Vous dépensez 48 € de croissant sur une dépense totale de 96. Donc, le coefficient budgétaire, c'est 50% de notre dépense, c'est les croissants. Et les 50 autres pourcents, c'est la brioche. Puisque la brioche, c'est la dépense, c'est 2 fois 24, c'est-à-dire le nombre de montants, 48 divisé par 87, ça fait 50%. Et puis vous voyez que, en fait, au fur et à mesure du temps, la dépense se transforme en faveur, la structure de dépense se transforme en faveur des croissants. D'accord? Donc, dans votre indice de l'asper des prix, au départ, vous avez quelque chose qui est 50-50 entre croissant et brioche, et ensuite le poids des croissants devient plus important. Et donc, si les croissants augmentent davantage que la brioche, ça pèsera d'autant plus sur l'indice des prix, puisque vous avez beaucoup de dépenses en brioche. Donc, comment fait-on pour calculer, par exemple, ici, littéralement, L1, 0 de prix? D'accord? Par cette technique-là, il suffit simplement de faire la moyenne pondérée par les coefficients budgétaires à l'instant 0, qui sont 50%. Moyenne pondérée de quoi? Moyenne pondérée de l'augmentation des prix de chacun des biens. Vous voyez, les croissants, ils ont augmenté de 25%, c'est passé de 100 à 125.
La brioche, elle est passée de 100 à 110. Si vous voulez calculer l'indice élémentaire, l'indice de l'asper, il suffit juste ici de mettre quoi? L'indice élémentaire d'augmentation du prix décroissant, c'est-à-dire 125, et puis ici, l'indice élémentaire d'augmentation des brioches, c'est-à-dire 110. Ok? Et donc vous trouvez combien? La moyenne entre 125 et 110, ça fait 117,5. C'est déjà le résultat qu'on avait déjà obtenu. D'accord? C'est le résultat qu'on avait déjà obtenu. Évidemment, je peux le faire n'importe comment. Par exemple, non, c'est pas bien de faire ça comme ça. On va le faire n'importe comment totalement non plus, hein. Sinon ça va partir en freestyle. En freestyle. Voilà, on nous demande de calculer l'indice de l'asper de 2 par rapport à 1. Donc, ici, on nous demande de calculer par rapport à 1. D'accord? Donc, ce qu'il faut utiliser, c'est le coefficient budgétaire. Vous voyez, les coefficients budgétaires sont là. Ça, c'est ce que j'ai appelé alpha 0. Et ça, c'est ce que j'ai appelé alpha 1. D'accord? C'est les coefficients budgétaires à la date 1. Donc, cette fois, comme vous calculez relativement à la date 1, ce qu'il faut, c'est tenir compte des coefficients budgétaires à la date 1. Donc, ça fait 60%, d'accord, multiplié par quelque chose, on va voir quoi après, plus 40%, multiplié par autre chose. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Là, dans cet endroit, il faut mettre l'indice élémentaire de prix, d'accord, l'augmentation du prix entre la date 1 et la date 2. Vous voyez qu'on ne l'a pas directement ici, parce que ce qu'on a calculé ici, c'est l'indice de prix cumulé. En prenant comme base 100, vous voyez, on est passé de l'indice de prix cumulé en prenant comme base 100 l'AD 0. Donc il ne faut pas mettre 150 ici, parce que moi, ce que je veux mettre, c'est un indice de prix qui est 2 par rapport à 1. D'accord? Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous me dites, quand je passe de 1 à 2, je vais passer de 100 à 120. C'est bien ça l'indice. D'accord? Ça valait 1, ça passe à 1,2. Donc l'indice est croissant, c'est 120. Ok? Et l'indice des brioches, vous voyez, on va passer de quoi? On va passer de 110 à 120, ou de 2,2 à 2,4. D'accord? Donc, comment vous allez faire ça? Vous allez diviser 2,2, 2,4 par 2,2 et vous allez multiplier par 100. Ça fait combien ça, 2,4 divisé par 2,2? Ça fait... D'accord? Puisque le prix ici est passé de 2 à 2,4. Donc l'indice élémentaire de prix qui correspond au brioche, c'est exactement ça. D'accord? Donc le résultat, c'est ça. Je ne sais pas combien ça donne. Divisé par 2,2. Ok. Ça me fait 109,09 multiplié par 0,4 plus 0,6 multiplié par 1,2. Ok, ça devrait nous donner 115,64. D'accord? Ici, ça fait plus 17,5%. Et ici, ça fait plus 15,64%. On est OK? Donc, évidemment, ces résultats, ça va être exactement les mêmes que ceux que j'ai obtenus précédemment, simplement parce que la démonstration est bonne. On est OK? Bon, on peut passer à la page suivante. À la page suivante, ah oui, à la page suivante, on nous demande d'entrer une formule. D'accord? Donc j'ai trouvé 117,5. On est d'accord que 117,5, vous pouvez le faire comme étant une somme prod de ça, ok, et de ça. Donc à quoi est égal 117,5? Ceci là,
cette case, à quoi est-elle égale en de vaisselle? Elle est égale à une somme prod des coefficients budgétaires. Les coefficients budgétaires, c'est quoi les coefficients budgétaires? Je ne sais pas ce que c'est les coefficients budgétaires. Ah, on va déplacer. Ok. Les coefficients budgétaires, c'est F33, G33. D'accord? Ça, c'est le vecteur des coefficients budgétaires. Somme prod avec quoi? Somme prod avec B34, c'est 34. D'accord? Ce que je viens de faire ici, c'est juste de faire une somme prod de ça, donc c'est une moyenne pondérée, de ça avec ça. Et les pondérations sont à 1. Donc je n'ai pas besoin de faire autre chose. Il suffit que je multiplie par 100 et j'obtiens un résultat. D'accord? Ok? Est-ce que cette formule est recopiable? Si je cherche à écrire ici en dessous, d'accord? Vous voyez que cette formule, je ne peux pas la recopier. Parce que si je la recopie, ici, il faudrait que je tienne compte. Là, c'est des indices simulés, donc je ne peux pas directement recopier la formule. Donc pour là, il faut que j'écrive une autre formule, c'est pas la bonne formule. Je vais mal l'écrire. D'accord? Par contre, ici, ici, je peux écrire aussi une formule. Et cette fois, je peux la recopier. Parce que vous voyez que les pondérations que j'utilise, c'est toujours 50-50. D'accord? Donc, cette fois ici, celle qui est là, celle-là, là, je peux la recopier. Ça, c'est égal à quoi? Je l'écris là. C'est somme prod des pondérations. Les pondérations, c'est F33, G33. Mais attention, je ne veux pas que la pondération bouge. Donc je mets un dollar, enfin, 2 points, je mets un dollar devant le 33. D'accord? Et je le combine avec quoi? Je le combine précisément avec, comme précédemment, B34, C34. Je multiplie le tout par 100, d'accord? Et j'obtiens le résultat. Et par contre, cette formule, ici, elle est recopiable. Parce que si je la recopie en dessous, vous voyez que c'est ceci que j'utilise, qui est l'indice de 2 par rapport à 0. Avec les pondérations à l'instant 0, elles n'ont pas changé parce que vous voyez qu'il y a un dollar devant 33. D'accord? Donc, j'ai utilisé la deuxième manière d'écrire un truc de la sphère. Ok. Donc, on a calculé le Lasker des prix. Bon, c'est pas très passionnant après. Hein. On doit faire la même chose avec le... oui, bon. Donc, bien sûr, ça n'a aucun intérêt. Cette formule, je peux la généraliser à un nombre quelconque de liens. Là, je n'avais que 2 liens. Je peux mettre 3, 4, 10, d'accord? Ce qui est important à comprendre, c'est que les pondérations sur les biens, d'accord, elles sont toujours à 1. Donc, en prenant des indices élémentaires de prix de chacun des biens, l'indice de la sphère, ce n'est rien d'autre que la moyenne arithmétique des indices élémentaires de prix pondérés par les coefficients budgétaires. Ok. Donc c'est ça. L'indice synthétique, il faut le voir comme une moyenne d'indices élémentaires avec les bonnes pondérations. Et les pondérations pour un Lasker, c'est les pondérations à l'instant 0. Ok. Indice de Lasker des quantités. Bah, vous avez compris. On a vu ce qu'était un indice de Lasker des prix. Maintenant, vous voulez regarder comment les quantités ont augmenté dans le panier. Cette fois, c'est calculer par exemple le PIB réel de l'économie sans tenir compte de l'augmentation des prix. Donc, comment vous allez faire? Toujours de la même manière, vous allez faire 100 fois quoi? Il faut que vous compariez les quantités
l'année T aux quantités l'année 0. Et évidemment, cette écriture-là n'a pas de sens. La seule manière dont vous pouvez le calculer, c'est de faire un produit scalaire en utilisant quoi? En utilisant les prix de l'année 0. D'accord? Donc, l'indice de Laspers des quantités, ce n'est rien d'autre que cette quantité-là, que ce nombre-là. Comparez bien Qt à Q0, d'accord? Et pour neutraliser l'effet des prix, vous prenez le prix à l'instant 0, c'est-à-dire le prix initial. C'est un indice de Laspers. Bien sûr, vous pouvez montrer la même propriété, à savoir que l'indice de Laspers des quantités, qui est ici, ce n'est rien d'autre que la somme, que la moyenne pondérée des indices élémentaires de quantité, pondérée par quoi? Pondérée par les coefficients budgétaires. Donc la démonstration que j'ai faite tout à l'heure avec les prix, je vais la refaire, vous pouvez la faire la même avec les quantités, et ça marche aussi bien. Donc un indice de Laspers des quantités, c'est juste une pondération des indices élémentaires, une moyenne pondérée des indices élémentaires, pondérée par quoi? Pondérée par les coefficients budgétaires. Ok? Donc, je pense que j'ai un petit exemple après. D'accord? Donc ici, on peut calculer le Laspers des quantités de manière directe. Ok, je ne vais peut-être pas le faire 12 fois. Je vais le faire là. D'accord? Cette quantité-là, c'est quoi? C'est P1. C'est l'indice de Laspers de 1 par rapport à 0, les quantités. Donc c'est 100 fois Q1 divisé par Q0, d'accord, et combiné avec les prix à la 0. C'est ça que je cherche. D'accord? Donc c'est quoi? C'est un sum prod. Je l'écris ici. C'est un sum prod de quoi? Bah, vous voyez que vous devez prendre les quantités à la date 1, ici, c'est ce vecteur-là, et combiner avec les prix à la date 0, d'accord? C'est ce vecteur-là. Donc c'est le sum prod de quoi? De D19 E19, D19 E19, d'accord? Ça c'est le vecteur ici des quantités. Sum prod avec quoi? Avec B18 C18, je continue la formule en dessous, hein. Ok, divisé par Q0 P0, Q0 P0 c'est ce nombre-là, c'est-à-dire F18. Il faut que je multiplie par 100 pour que ça fonctionne. D'accord? Ça c'est l'indice élémentaire, c'est l'indice de Laspers des quantités entre 1 et 0. Ok? Avec mon sum prod. Cette formule est-elle recopiable en dessous? Si je la recopie en dessous, d'accord, tous les éléments qui rentrent dans la formule vont être décalés de 1. C'est-à-dire que je vais combiner ça avec ça, divisé par ça. Donc bien sûr, c'est recopiable. Il n'y a pas besoin de dollars. D'accord? Et je ne vais pas vous le refaire ici. Ça, c'est cumulé. Par contre, là, il faut utiliser le dollar au bon endroit. Exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Ça, je ne vais pas le refaire. Vous avez bien ce résultat-là. Ok? Bon. Donc ça va. J'espère que ça va, je crois. On peut bien sûr aussi calculer l'indice de Laspers des quantités à partir des coefficients budgétaires et à partir des indices de quantité. Ok? Donc vous voyez, typiquement, par exemple, on va le faire une fois là. Et ça, c'est plus ça, je pense que ça ne veut plus rien dire. D'accord? Ça, vous oubliez. Ok? C'est quoi, je le mets là, l'indice de Laspers de 1 à 0 des quantités? Ok? C'est les coefficients budgétaires à l'instant 0, 50%, 50%. D'accord? Parce que la part des dépenses ici, c'est 50% et 50%. Multiplié par quoi? Multiplié par les indices élémentaires de quantité. 165 et 125. Donc ça fait 50% de 165, puisque c'est ça qui rentre là,
Et bien sûr, 50%, 225, puisque c'est ça l'indice des quantités. Donc ça fait 290, donc ça fait 145. Ok? Et c'est ça l'indice de l'Asperger des quantités, calculé à partir des coefficients budgétaires. J'ai simplement fait une moyenne pondérée de quoi? Des indices de quantité, les deux, pondérés par quoi? Pondérés par les coefficients budgétaires à l'instant zéro. Ok? Bon. Donc pour le faire, bien sûr, c'est aussi un sum prod. C'est aussi un sum prod. Sum prod de quoi? De F33, G33, ok? Avec, c'est quoi ça? C'est D34, E34, le tout multiplié par 100. D'accord? C'est avec ça le résultat. Au passage, notez bien qu'ici c'est en format pourcentage, puisqu'il y a le pourcentage qui apparaît dans les coefficients budgétaires. D'accord? Donc c'est bien 0,5 qui apparaît là, donc on fait le calcul. Bon, donc je suis capable de remplir bien sûr tout ce tableau en utilisant les sum prod et en ce calcul exactement de la même manière, à chaque fois en utilisant les coefficients budgétaires qui correspondent à l'année initiale. Ok. Donc ça c'était les indices de l'Asperger, prix et quantité. Indice de Pasch. L'indice de Pasch, en fait, c'est une situation où, cette fois, ce qu'on va utiliser pour calculer un Pasch des prix, donc voilà, c'est quoi un Pasch des prix? C'est quelque chose qui nous permet de comparer le prix à la date 1 avec le prix à la date 0. D'accord? Donc c'est bien ça. Il faut bien comparer ce qui se passe à l'instant 1 avec ce qui se passe à l'instant 0. Et quand vous faites un Pasch, ok, vous allez figer les quantités, non pas à la date initiale, mais à la date terminale. D'accord? Donc, la différence entre un Asperger et un Pasch, c'est que dans un Pasch, vous considérez la structure des quantités qui est la structure terminale, et pas la structure initiale. Et sinon, c'est exactement la même chose. C'est bien comparer P1 par rapport à P0, et cette fois, en prenant Q1. Donc, en fait, c'est pas exactement la même chose. C'est pas exactement la même chose. C'est cette fois la Q1 qui apparaît et non pas Q1 et non pas Q0. Ok? Alors, il y a une probabilité qui est très intéressante qui est la probabilité suivante. Je vais l'écrire. Imaginez que vous cherchiez à comparer. On est d'accord que PT0P c'est bien égal à 100 fois PT/QT, c'est la valeur du panier terminal, divisé par P0/QT. D'accord? Donc évidemment, si vous faites 100 divisé par PT0P, ce n'est rien d'autre que cette quantité-là. Je l'écris. Vous inversez ça. Ça fait P0/QT et PT/QT. D'accord? Pour le moment, je n'ai rien fait. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que vous voyez que cette quantité que je viens d'écrire, ce truc-là, ce produit scalaire, c'est quelque chose qui compare P0 à PT en utilisant QT. Et ça, subtilement, c'est en fait un indice de l'Asperger des prix, mais écrit en sens inverse du terme. C'est égal à L0 par rapport à T des prix divisé par 100. D'accord? L0 par rapport à T des prix par rapport à 100, ça consiste à partir de T pour aller de 0, vous inversez le sens du temps, et donc vous comparez P0 à PT en utilisant comme pondération la pondération initiale qui en sens inversé du temps est QT. Donc, vous avez cette propriété assez étonnante qui vous explique que
quand vous cherchez à inverser un pash, d'accord, vous trouvez quoi? Vous trouvez un lasper, mais en sens inverse du temps. Attention, comme ces indices étaient tout le temps à partir de 100, vous voyez, il faut diviser par 100 carré pour que ça marche. Ok? Et de la même manière, bien sûr, on est d'accord qu'il faut le faire aussi en sens inverse. Hein. Si vous cherchez à inverser un pash, un lasper, dans le bon sens du temps, vous obtenez un pash dans le mauvais sens, inversé, divisé par 100 carré. D'accord? Cette propriété, elle marche des deux côtés. Quand vous cherchez à inverser, quand vous inversez un lasper, vous trouvez un pash en sens inverse du temps. Et quand vous inversez un pash, vous trouvez un lasper en sens inverse du temps. D'accord? Cette propriété peut être vue comme une forme de curiosité. On va dire, ah bah oui, regardez, c'est marrant. Bon, en fait, elle est intéressante cette propriété pour une raison simple. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est que ok, je vous ai dit que un pash des prix dans ce sens-là, ce n'est rien d'autre que un lasper pris en sens inverse du temps. Donc ici, j'inverse un pash, qui est dans le bon sens, hein, qui va de t par rapport à 0, des prix, donc c'est bien un pash, et je dis que ça, c'est égal à L0 de TP divisé par 100 au carré. D'accord? Mais à quoi est égal L0 de TP? À quoi c'est égal? Moi, j'ai vu une propriété qui m'a expliqué qu'un lasper, c'était une moyenne pondérée d'indices élémentaires pondérée par les coefficients budgétaires initiaux. D'accord? Je sais que ce L0TP, c'est simplement la moyenne pondérée de quoi? Imaginons que vous n'avez que 2 biens, d'accord? On va chercher à montrer avec n biens, prenez que 2 biens. Ce lasper, c'est simplement la moyenne pondérée de l'indice élémentaire du bien 1 pris entre quoi? Entre 0 et t. C'est-à-dire en sens inverse du temps également. Pondéré par quoi? Pondéré par le prix, le coefficient du bien 1 à la date initiale, c'est-à-dire c'est celle-ci la date initiale, à la date t. Et donc, évidemment, je vais faire la même chose pour mon deuxième bien. Mon deuxième bien, il a une pondération à la date terminale qui est alpha de t, c'est le coefficient budgétaire terminal. D'accord? Et je peux écrire de la même manière qu'on a ceci. Ok? Vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est simplement la propriété qu'on a vue, mais cette fois en sens inverse du temps. Oui, monsieur, vous avez des questions? Comment? Comment ça? Pourquoi 100 au carré? Là? Bah, on est d'accord que le produit scalaire, c'est 100 fois PTQT divisé par P0QT. Donc si je fais 100 divisé par PT0P, je retiens exactement ça. Mais attention, un lasper, c'est aussi cette quantité-là multipliée par 100. Donc ici, il faut que je divise par 100. Donc au total, vous voyez que ici, ce que j'ai, c'est que le 100 qui est là, je vais le faire passer de l'autre côté, et j'ai bien un 100 au carré. Ok? Rappelez-vous, à l'asper, par exemple, un pash, il peut y avoir 100. Donc si vous faites 1 divisé par 100, vous allez trouver 1 centième. Et si vous voulez le transformer en quelque chose qui ressemble à 100, vous allez multiplier par 100 au carré. D'accord? C'est pour ça qu'on fait ça comme ça. Ok?
Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je suis parti de cette formule, c'est celle que j'avais sur le tableau précédent, et simplement, j'ai exploité une propriété que j'ai déjà vue, qui m'explique qu'un Lasker des prix, ce n'est rien d'autre qu'une moyenne pondérée d'indice élémentaire de prix. Pondérée par quoi? Pondérée par des questions budgétaires à la date initiale. Mais comme ici, je suis en sens inverse du temps, la date initiale, c'est la date t. D'accord? C'est bien L0 par rapport à t, et non pas LT par rapport à 0. Donc c'est bien alpha 1t qu'il faut que je le mette ici. Et vous voyez que ceci n'est rien d'autre que I0TP1. C'est quoi I0TP1? Vous êtes d'accord avec moi? C'est I0TP1, par définition, c'est 100 fois, d'accord, P0 divisé par PT. Autrement dit, I0TP1, c'est aussi 1 sur, attention, 1 sur IT0P1 multiplié par 100 au carré. Puisque IT0P1, c'est égal à PT divisé par P0 multiplié par 100. D'accord? Donc, I0T, c'est égal à 1 sur IT0P1 multiplié par 100 au carré. Ok? Donc ceci, ce qui est là, c'est cette quantité-là. C'est ce qu'on appelle la propriété de réversibilité de l'indice élémentaire. Ok? Donc je continue ma démonstration. Donc ça veut dire que L0TP, c'est égal à quoi? C'est égal à alpha 1t de I0TP1, c'est-à-dire de 100 au carré divisé par IT0P1, plus alpha 2t, vous avez bien sûr la même propriété sur alpha 2, d'accord? C'est 100 au carré divisé par IT0P2. Ok? J'ai presque fini. Maintenant, si je vois que 1 sur PT0, c'est égal à 1 sur PT0 de H, de prix, c'est égal à L0TP divisé par 100 au carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 sur PT0P, c'est égal à alpha 1t de 1 T0P1 plus alpha 2t de 1 IT0 P2. Ok? Et donc, voilà, c'est quoi ce truc-là? C'est très beau ça, hein? Et donc, PT0P, ça termine la démonstration, je mets le résultat ici. PT0P, c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Vous partez là, ça vous ennuie? Trop facile pour vous? Trop dur. C'est fini en fait, hein, c'est la pause. Donc mademoiselle, vous auriez plutôt dû dire, il faut peut-être faire la pause, plutôt que vous lever et partir. On se retrouvera à l'examen. Bon, on va faire la pause, hein, parce que c'est vrai que c'est super dur. Ok, je vais faire le résultat après. Ok.
J'en étais... Voilà. Ok. J'en étais dans cette démonstration qui constitue une forme d'Himalaya, d'Everest de notre cours. Ce à quoi je suis arrivé, c'est que 1 sur PT0P, c'est égal à alpha 1T d'inverse d'indice élémentaire. Autrement dit, l'inverse d'un Pache, c'est la moyenne, c'est une moyenne, alpha 1T et alpha 2T, somme à 1. D'accord? Et ce que je dis, c'est que l'inverse d'un Pache, c'est juste une moyenne, d'inverse d'indice élémentaire. Moyenne pondérée par quoi? Moyenne pondérée par des coefficients qui somment à 1, budgétaires terminaux. Donc si maintenant je réécris ça dans le bon sens, c'est-à-dire j'inverse. On déduit que le Pache, c'est, je le réécris comme ça, c'est égal à 1 sur 1 divisé par I T par rapport à 0 de P1 plus alpha de T multiplié par 1 divisé par I T0 de P2. Quel magnifique résultat! Ce résultat qui est là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'indice de Pache des prix, d'accord, c'est l'inverse de la moyenne des inverses. L'indice de Pache des prix, c'est l'inverse de la moyenne des inverses des indices élémentaires de prix. Pondéré par quoi? Pondéré par les coefficients budgétaires terminaux. On avait cette magnifique propriété qui nous disait que l'indice de l'Asper, c'était la moyenne des indices élémentaires de prix. Pondéré par quoi? Par les coefficients budgétaires initiaux. D'accord? Vous avez compris ce résultat-là. Je l'avais démontré, ça me paraissait assez intuitif. Évidemment, j'aimerais bien avoir le même résultat pour l'indice de Pache. Je vous ai dit, l'indice de Pache, c'est quoi? C'est la moyenne élémentaire d'indice élémentaire. Ça marche, ça? C'est vrai? Ah, c'est un peu plus compliqué. Je répète, l'indice de Pache, c'est l'inverse de la moyenne des inverses, pondérée par les coefficients budgétaires à la date terminale. Donc, c'est l'inverse de la moyenne des inverses. C'est un peu plus compliqué de dire, on pourrait l'écrire comme ça. Vous voyez, on avait cette super propriété qui était LT0P, d'accord? C'était égal à alpha 1, 0, indice élémentaire de T0 du premier bien, plus on avait un deuxième bien, j'appelais le bien 2, c'était l'indice élémentaire du bien 2, et vous avez les deux pondérations qui étaient les pondérations à la date initiale. Et bien, quand vous faites la même chose avec l'indice de Pache, cherchez à avoir le même type de résultat, malheureusement, ce résultat, il est beaucoup plus compliqué. Il faut écrire que l'indice de Pache, c'est l'inverse de la moyenne pondérée, non pas à la date 0, mais pondérée à la date 1, de l'inverse des indices élémentaires, d'accord, du bien 1 entre t et 0, et du bien 2 entre t et 0. Ok? Bon, donc, le Pache de l'Asper, c'est assez facile, c'est la moyenne des indices élémentaires. Le Pache, c'est l'inverse de la moyenne des inverses des indices élémentaires. D'accord? Et comme vous, bien sûr, c'est l'inverse d'une moyenne d'inverse, donc vous comprenez que quand vous inversez deux fois, en fait, ça revient à calculer quelque chose qui est dû à l'inverse. Donc vous êtes bien dans le bon sens du temps.
Et pour avoir ce résultat-là, d'accord, ce que j'ai utilisé comme résultat de base, c'est un truc que j'aurais écrit là, c'est que l'indice de Pasch, ce n'est rien d'autre que l'inverse d'un indice de Laspers pris dans l'autre sens du temps. Attention, quand j'écris ici 100 carré divisé par F0t, la nuance ici, c'est que je mets 0 par rapport à t. J'ai inversé le sens du temps. D'accord? Et vice-versa. Et ça, celui-là aussi, c'est quoi? C'est juste 100 carré divisé par un Pasch des prix, mais aussi en sens inverse du temps. Ok? Non, il faut pas mettre 100 là, il faut mettre P. Ok? Et donc, vous avez le fait qu'un Laspers, c'est une moyenne arithmétique, et ça, c'est l'inverse de la moyenne des inverses. Cette moyenne-là, on utilise quelquefois, on appelle ça la moyenne harmonique. C'est un mot. D'accord? Ça, c'est la moyenne, on appelle ça moyenne harmonique. Donc, vous imaginez, ce serait pareil, c'est vous calculez votre note pour obtenir votre N1, non pas en prenant la moyenne arithmétique des notes, mais en prenant la moyenne des inverses des notes. Donc, quand vous avez 20, vous mettez 1/20. Quand vous avez 0, vous mettez l'infini. D'accord? Et après, vous inversez la moyenne des inverses. Ok, ça sera un peu tordu de calculer comme ça votre moyenne. D'accord? C'est une forme de moyenne quand même. Si vous avez 10 partout, ça va donner 10 de moyenne. D'accord? Donc ça a bien les propriétés de moyenne. Mais c'est une moyenne qu'on appelle une moyenne harmonique. Alors que ça reste une moyenne standard, par addition, qu'on appelle une moyenne arithmétique tout simplement. Bon, c'est pas hyper passionnant, hein. On y a passé beaucoup de temps. Mais on comprend pourquoi il est plus facile d'expliquer à votre grand-mère ce qu'est un indice de Laspers que ce qu'est un indice de Pasch. Parce que si vous commencez à dire à votre grand-mère que l'indice de Pasch est calculé de cette manière-là, elle va dire c'est l'inverse de la moyenne des inverses. Si vous commencez à expliquer ça, je sais pas, le public en disant on a un indice d'inflation, c'est un indice de Pasch, c'est l'inverse de la moyenne des inverses, les gens vont dire il y a une entre-deux, quoi. D'accord? Donc c'est plus facile d'utiliser un Laspers parce qu'il a une propriété assez évidente, parce qu'une moyenne arithmétique est plus facile à manipuler qu'une moyenne harmonique. D'accord? C'est une bonne raison pour utiliser un Laspers plutôt qu'un Pasch. Donc c'est ce que je fais là, hein, d'accord? Et on obtient ce magnifique résultat que j'ai déjà démontré, donc on ne va pas le redémontrer. Ok? C'est exactement la démonstration que j'ai faite. Voilà. L'inverse du Pasch, c'est la moyenne arithmétique pondérée par les coefficients biodéterminaux de l'inverse des indices élémentaires. Inverser le sens du temps et un Pasch devient un Laspers. Relation compliquée. Ouais. D'accord? Donc c'est une relation fort compliquée. Ceci, c'est égal à L0t. Ok? Bon, donc c'est ce qu'on a démontré. Donc maintenant, vous prenez une application. Ah oui. Ah, on va faire le map des quantités. Après, on fera l'application. Le map des quantités. Vous avez compris que ce qu'on fait avec le map des prix, on peut faire la même chose avec le map des quantités. C'est quoi un Pasch des quantités? C'est toujours calculer un indice entre t et 0, base 100, année 0. D'accord? Je redis encore une fois. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez comparer les quantités de l'année t avec les quantités de l'année 0. Et ok. Sauf que, comme c'est une grandeur complexe, c'est-à-dire un vecteur, vous devez le faire en figeant les prix. Et bien sûr, pour un indice de Pasch des quantités, vous allez figer les prix à la date terminale. D'accord? Puisque c'est ça l'idée de Pasch, c'est toujours de figer à la date terminale. Donc la formule, c'est bien celle-là. Ce que vous calculez, c'est bien Qt par rapport à Q0, et vous utilisez les prix et l'adapter pour le faire. Vous avez cette théorie de propriété, toujours la même. On pourrait redémontrer
illustré, mais cette fois avec des quantités, qui vous explique que l'indice de page des quantités, ce n'est rien d'autre que l'inverse de la moyenne pondérée par les coefficients budgétaires terminaux des inverses des indices de quantité. Dans le bon sens du temps, d'accord? Bien sûr, la propriété que je vais démontrer pour les prix, vous allez refaire la même, et vous allez trouver la même, d'accord? Donc vous avez aussi cette relation entre indice élémentaire, coefficient budgétaire et indice synthétique. Et qui est encore compliqué parce que c'est encore une moyenne harmonique, c'est-à-dire inverse de la moyenne des inverses, des indices élémentaires de quantité. Ok? Bon, peut-être qu'on va faire une petite application, on va peut-être dire, ah ben voilà. Ok, alors, ça on va peut-être pas y passer non plus énormément de temps là-dessus. Je sais pas, si vous deviez calculer, par exemple, ça, celui-là, c'est quoi ça? C'est l'indice de page des prix de l'année 1 par rapport à 0. Donc c'est 100 fois quoi? Fois indice de page des prix. Vous allez comparer P1 à P0 en utilisant les quantités de la date terminale. D'accord? C'est ça. Donc, c'est quoi ça? C'est un sum prod. De quoi? Vous allez combiner le prix à la date 1 avec les quantités à la date 1, d'accord? Et vous allez combiner avec quoi? Avec, et au dénominateur, vous allez mettre le prix à la date 1 et les quantités, le prix à la date 0 et les quantités à la date 1. Donc, le numérateur P1Q1, on l'a déjà calculé. Ah, en fait, non, j'ai écrit directement somme prod, c'est un peu une erreur. On va pouvoir plutôt l'écrire comme ça directement. J'aurais écrit, d'accord? C'est quoi? C'est juste P1Q1, c'est juste 165, d'accord? Donc c'est F19. Oui? Vous avez une question? Oui, bien sûr. D'accord. Là, c'est Q1, bien sûr. D'accord. Donc là, c'est bien P1Q1. Donc P1Q1, c'est F19. OK? Divisé par quoi? Divisé par... Ça, c'est bien P1Q1. C'est F19. Divisé par somme prod de quoi? De P0. P0, c'est B18, 2 points, C18, d'accord, avec Q1, c'est-à-dire D19, ouais, alors, on a fait une petite erreur, c'est pas grave, c'est juste, hein, bien sûr, D19, E19, et ça, je dois après le multiplier par 100, d'accord, c'est ça le page des prix. Si je veux recopier cette formule en dessous, est-ce que je peux la recopier en dessous, cette formule? Est-ce que je peux la mettre là? Vous voyez, ici, c'est par rapport à 0. Pour pouvoir la recopier en dessous, il faut que... Est-ce que je peux la recopier ou pas? Si je la recopie, il faut que je prenne par rapport à 0. Mais vous voyez que je ne peux pas la recopier, parce que celle qui est là, d'accord, celle qui est ici, c'est, je la mets là, c'est 100 fois, d'accord, P2 Q2 divisé par P0 Q2. Ok? Donc, si je la recopie en dessous, effectivement, là, il faut bien que je prenne F20. Ça va me faire du F20. OK? Et le somme prod, c'est bien 165. Donc ça, c'est recopiable. Et le somme prod que je vais devoir prendre, c'est P0 Q2. Donc c'est P0, c'est-à-dire B18
c'est 18, avec point virgule, derrière, ça c'est P0, mais attention, il faut que je mette un Q2. Donc Q2, il est là. D'accord? Et donc ça c'est un D20, E20. Le tout multiplié par 100. Et vous voyez que je ne peux pas recopier celle qui est au-dessus. Parce que le problème, c'est que là maintenant, ce que j'ai en dessous, c'est P0, Q2. Donc il y a un écart de 2 entre les deux. Je ne peux pas la recopier. D'accord? Donc je suis obligé de la réécrire complètement. C'est ce que je viens de faire. Donc il faut faire attention hein, quand vous recopiez une formule. Ça, c'est typiquement des questions qu'on peut poser le jour de l'examen. Voilà, est-ce que la formule est recopiable? Oui, non. C'est à vous de bien noter. D'accord? Ça vous va sur le calcul du PACH? Ça, c'est le calcul du PACH de manière directe. Maintenant, comment je peux calculer le PACH? Donc, évidemment, je ne le fais pas pour les quantités. Pour les quantités, je vous laisse y réfléchir par vous-même. Maintenant, oui? Quelle est votre question? Mais si on mettait $1 de F et de Ok. B, ça ne marche pas. Ok, là vous diriez là, là vous n'avez pas envie de mettre $1 parce que justement vous voulez que ça décale. Donc là il ne faudra pas mettre de dollars. Mais le problème c'est que ici, vous voyez que vous avez un écart entre 18 et 19. Alors que là vous avez un écart entre 18 et 20. Donc en fait, vous me dites, ah oui si d'accord, ok. Ouais, vous dites en fait ce qu'il faudrait c'est mettre $1 où? Alors vous devriez le mettre là. B$18. Ok. Elle est recopiable comme ça. Je suis d'accord avec vous, vous avez le bon réflexe, moi je ne veux pas réfléchir avant, et il faut se méfier. Mais c'est. Moi-même, en le faisant, je me dis, il faut être un peu prudent, mais vous avez raison. Le camarade a raison. En mettant un $18, vous voyez que d'un côté, quand vous allez la recopier, c'est recopiable, parce que le 19, le F19 va passer à F20, donc c'est bien ce qu'on veut, d'accord? Le 18 va rester figé à 18, d'accord? Parce que j'ai mis $ devant, et le D19, il va passer à D20 E20. Je suis désolé, vous avez tout à fait raison, c'est bien recopiable en mettant le $ à cet endroit-là. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ok, donc à chaque fois, il faut réfléchir, il faut voir un peu cette forme de gymnastique. Hein. Vous voyez, moi-même, ça m'arrive de... Quelquefois, il faut être prudent plutôt que faire des erreurs. Maintenant, comment vous pouvez calculer? Voilà, maintenant je vous dis, ok, très bien, on veut calculer ça. Ce page des prix, d'accord? Vous voulez calculer le page des prix, mais vous voulez calculer le page des prix en utilisant la formule compliquée de moyenne harmonique. Donc, par exemple, c'est quoi cette case-là? C'est la case F43. C'est le page de 1 par rapport à 0 des prix. D'accord? Et bien, ce que je dis, c'est que ce page de 1 par rapport à 0 des prix, ça doit être l'inverse de la moyenne des inverses. Donc, attention, P1, 0, je vais écrire sur le résultat, et après on l'écrira sous une forme d'Excel. C'est 1, c'est l'inverse de la moyenne des inverses. Moyenne des inverses de quoi? Eh bien, il faut que je prenne, c'est 1 par rapport à 0. Donc il faut que je regarde les coefficients budgétaires à la date 1. 60% et 40%. 60%, d'accord? De quoi? De l'inverse de l'indice élémentaire de prix. Les indices élémentaires de prix, ils sont là. D'accord? Donc c'est 1 divisé par 125. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça l'inverse de l'indice. 1 divisé par 125. Ok? Plus 40%, d'accord? Le deuxième coefficient budgétaire, alpha de 0, de l'inverse de l'indice élémentaire. 110. Ok? Et vous découvrirez que ceci, si je ne me suis pas trompé, je vais laisser le résultat inscrit. Donc c'est égal à 146,27, etc. D'accord? Vous pouvez le calculer sur votre calculette. Vous allez trouver ce résultat. D'accord? Donc là, je viens appliquer mon truc de moyenne harmonique. Ça paraît compliqué au départ. Le PACH, c'est l'inverse de la moyenne des inverses. Inverse, 1 sur
de quoi? Une pondération qui sont les coefficients budgétaires terminaux, c'est-à-dire ici qu'on calcule un P1 par rapport à 0, 60-40, ok? De l'inverse des indices de prix. Et ces indices de prix, c'est 1 sur 95 et 1 sur 110. Donc je retiens ça. Ok? Donc, si je l'écris sous une forme, de Excel, ok, comment je vais l'écrire? Je vais faire 1 divisé par quoi? Alors, vous voyez que je vais avoir du mal à faire une somme prod, parce que, pourquoi je ne vais pas pouvoir faire de somme prod? Parce que si je fais une somme prod, je ne peux pas écrire 1 sur, d'accord? Je n'ai pas un truc qui me permet d'inverser un vecteur. Donc je ne peux pas écrire une somme prod, je vais l'écrire un peu bêtement, en disant c'est 1 divisé par F34, F34, voilà, divisé par, vous voyez, F34 c'est 60%, je divise par B34, plus F, ou plus G34, pardon, divisé par C34. D'accord? Et si je fais ça, j'obtiens mon résultat. C'est ça la formule Excel qu'il faudrait rentrer. Je n'ai pas pu faire de somme prod, c'est bien F34 et B34, c'est-à-dire les deux coefficients budgétaires, et je n'ai pas pu faire de somme prod parce que vous voyez, B34 et C34, il a fallu que je les inverse. D'accord? Donc je l'écris directement comme ça, de manière extensive. Et je retrouve le bon résultat. Cette formule est-elle recopiable en dessous? Est-ce qu'elle est recopiable en dessous? En dessous, vous voyez, ça c'est l'indice de page, d'accord, par rapport à la date précédente. Est-ce que je peux la recopier en dessous? J'ai moi-même à réfléchir. Ça c'est ce résultat-là. D'accord, c'est ça la formule. Est-ce qu'elle est recopiable? Si je la recopie en dessous, ok, je vous l'écris. Est-ce que c'est recopiable en dessous? Vous êtes d'accord que si je la recopie là, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1 divisé par non plus F34, mais F35, d'accord, divisé par non plus B34, mais B35, plus G35, divisé par C35. D'accord? C'est ça que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai pris les pondérations terminales, d'accord, qui sont F35 et B35, d'accord, et je les ai divisés par l'inverse de ça. C'est quoi que je viens de calculer là? Ce que je viens de calculer ici, c'est égal à quoi? Regardez, c'est les pondérations terminales à la date 2, en prenant l'inverse des indices de prix, d'accord, et qui sont des indices de prix. Ici, c'est bien cet indice de prix, c'est bien I2 par rapport à 0 de P1. On est d'accord? Donc, ce que je viens de calculer ici, cet indice-là, cette quantité, c'est simplement le pH de 2 par rapport à 0 des prix. Puisque j'ai bien pris les pondérations de 2, terminales, 66 et 33, et je les ai pondérées par l'inverse des indices, mais entre 2 et 0. Ok? Donc ce que je viens de calculer ici, en recopiant cette formule, ce n'est pas l'indice, comme vous pouvez le faire par rapport à l'année précédente, mais c'est l'indice par rapport à 0. Donc, si je voulais dans cette colonne calculer l'indice par rapport à l'année précédente, cette formule n'est pas directement recopiable. Si je veux la recopier, il faut que j'ajoute certainement les dollars quelque part, mais en fait non, ça ne suffira pas parce que vous voyez que si je veux écrire ce qui est en dessous, évidemment il faut que je tienne compte de F35 et de B35, mais il ne faut pas que je divise par B34, il faut que je divise par B35 divisé par B34. C'est un peu compliqué, non?
Donc c'est pas recopiable. Ok? Donc vous voyez que, de la même manière, je ne sais pas si je veux calculer ici, on va le faire là, tiens, on va faire un dernier exemple. Si je veux calculer cette case-là, ça, c'est quoi? C'est l'indice élémentaire de BAP des quantités. C'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur coefficient budgétaire terminaux à la date 2, 66,7%, d'accord? Multiplié par quoi? Plutôt divisé, multiplié par 1 sur 150, plus 33,3%, multiplié par quoi? Par 1 sur 120. Ah non, c'est là, pardon, c'est pas 150. C'est un page des quantités que je calcule. D'accord? Je calcule un page des quantités. Bien sûr que l'indice que vous devez tenir compte, c'est pas 150 comme je viens de dire. C'est l'indice des quantités. C'est 200. Donc ici, c'est pas 150 qu'il faut mettre. C'est 200. OK? Puisque je calcule un page des quantités. Ce que je dois faire intervenir, c'est pas l'indice des prix, mais c'est l'indice des quantités. Je mets ici 200. Et puis là, je vais mettre 33,3%. Et cette fois ici, l'indice de quantité, c'est 125. D'accord? Donc voilà le résultat. Il faut le calculer. Ok? Je viens de calculer un page des quantités. Pour calculer ce page des quantités, je ne l'ai pas fait de manière directe. Je l'ai fait par des coefficients budgétaires, en prenant l'inverse de la moyenne des inverses des indices de quantité. Pondéré par quoi? Par les pondérations terminales. Bon, vous voyez, ça demande un peu, c'est comme je sais pas, le saut élastique, ça demande un peu de répétition. Au bout d'un moment, si vous en faites plein, vous allez finir par ne plus jamais vous tromper si vous restez concentré. Donc c'est ce que vous devez faire le jour de l'examen. Reprenez bien les définitions et essayez de faire le jeu élastique. C'est bon? J'ai pas fait d'erreur là? Bon, je vous laisse ça. Je vous laisse le regarder. C'est ce que ma collègue a dû faire il y a quelques temps. Donc ça vous permet de réfléchir. Et c'est les calculs que j'ai faits. D'accord? Donc, réétudiez par vous-même ceci. D'accord? Et vous avez tout ce que je viens de dire à l'instant. Je compte sur vous pour le travailler à la maison ou dans votre espace de coworking préféré. Vous voyez la bibliothèque au 5e? Elle est bien, la bibliothèque au 5e ou pas? Ça fait 20 ans que je suis pas là. Ok. Alors, maintenant, on a vu que pour étudier, je ne sais pas, l'évolution des prix, on a deux manières de faire. Première manière de faire, l'indice de l'ASPER, ok, pour comparer le prix à la date 1 au prix de la date 0, en utilisant les quantités de la date 0 comme référence. Deuxième manière de faire, qui est censée mesurer la même chose, mais qui algébriquement n'est pas la même chose, vous allez prendre le prix à la date 1, le prix à la date 0, et vous allez le comparer, vous allez neutraliser par les quantités à la date 1. Donc évidemment, ça c'est pâche. Ok? Ces deux choses, on est d'accord, compare, sont des indices de prix. Donc en gros, ils doivent nous dire à peu près la même chose. Mais ils ne nous disent pas exactement la même chose parce que, algébriquement, ils ne seront jamais les mêmes en fait. Vous êtes d'accord avec ça? Ils ne seront jamais les mêmes. La question, elle est, quand vous décidez de la faire, vous prenez la date 0 comme la date de référence. Quand vous choisissez pâche, vous prenez la date 1. Si vous deviez choisir entre les deux directement, vous diriez autant prendre l'ASPER, parce que l'ASPER a cette propriété sympathique que l'indice de l'ASPER, c'est une moyenne arithmétique des indices élémentaires, alors que l'indice de page, c'est la moyenne harmonique, ce qui est un peu plus compliqué. Donc, la simplicité fait que vous avez plutôt intérêt à prendre un indice de l'ASPER plutôt qu'un indice de page. Donc, effectivement, l'indice des prix à la consommation, on appelle l'indice d'inflation,
c'est un Lasper. D'accord? Donc vous avez compris comment on fait pour le calculer. C'est comme ça que j'avais commencé le cours. Si vous prenez, c'est comme ça, ça doit être là-haut. Vous voyez là ou pas? Oui, vous avez commencé comme ça. Ah, c'était là. Ah oui, peut-être que je clique comme ça. Ah, il veut pas. Ah oui, maintenant il ne veut plus du tout. C'est pas très mal inscrit. D'accord? On avait commencé comme ça. On avait dit, vous avez la consommation des ménages, d'accord? Et vous le mesurez l'indice des prix entre 2011 et 2012. Ok? Et moi, ce que j'avais dit, c'est, vous pouvez prendre la structure de consommation des ménages en 2011, d'accord? C'est les coefficients budgétaires en 2011. C'est un vecteur alpha qui rend compte de la structure. Et puis, vous allez combiner ceci avec quoi? Avec les indices de prix élémentaires en 2011. Donc, pour calculer ça, ça c'est un Lasper. L'indice d'inflation, ce n'est rien d'autre que la combinaison des coefficients budgétaires initiaux avec l'augmentation du prix de chacun des biens. D'accord? Et c'est pour ça qu'on prend ce Lasper en question. Maintenant, donc, effectivement, la mesure de l'inflation, c'est bien utiliser un indice des prix à la consommation annuelle. Il y a la question de quel panier doit-on choisir. Déjà, il faut savoir quel type de consommateur on s'intéresse. Donc, quel bien et service, quelle structure. Ce qu'on sait, c'est que l'INSEE va publier plusieurs indices sur le profit du ménage. Deuxième question très importante. Quand vous allez regarder la structure, à quelle date vous allez prendre la structure? Soit vous la prenez à la date 0, soit vous prenez à la date terminale. Dans le premier cas, vous prenez un indice de Lasper, et dans l'autre cas, un indice de Pache. L'indice mesuré par l'INSEE dans tous les pays du monde, c'est plutôt un indice de Lasper. Il y a un truc un peu subtil là-dessus. C'est qu'en général, il y a une loi en économie qu'on aime bien, qui est la loi de la demande. Lorsque le prix d'un bien augmente, on a tendance à réduire la quantité demandée de biens. Donc, les biens qui sont le plus affectés par l'augmentation des prix, d'accord, peut-être que le poids dans la dépense de ces biens diminue. Ce que je veux dire, c'est qu'en prenant comme indice d'inflation quelque chose qui tient compte de la structure initiale et non pas de la structure terminale, c'est peut-être une situation dans laquelle vous allez donner davantage de poids aux biens dont le prix augmente qu'aux biens dont le prix diminue. C'est ce qu'on appelle ici le biais de substitution. Vous pouvez penser que ce type d'indice surestime la véritable inflation. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les biens dont le prix augmente le plus, vous pensez que vous allez réduire la part budgétaire de ces biens dans votre panier. Et donc, si vous prenez comme pondération la structure initiale du panier, et non pas sa structure terminale, vous pouvez avoir tendance à surestimer l'inflation. C'est une question pas très fondamentale, surtout qu'aujourd'hui, l'inflation, elle ne vaut rien, elle vaut 1%, d'accord? Donc, de toute façon, c'est pas très important. Mais quand il y a beaucoup plus d'inflation, c'est quelque chose qui peut jouer un rôle, bien sûr. Donc, l'indice de prix à la consommation, c'est un indice de Lasper. Et vous voyez que si c'est un indice de Lasper, ça signifie que chaque année, vous allez changer les pondérations. Vous allez réviser les pondérations. D'accord? Et vous allez tenir compte des pondérations de l'année précédente. Donc, dans la réalité, tous les ans,
il y a des nouveaux liens qui apparaissent. Le smartphone n'existait pas il y a 15 ans, il y a 10 ans. Donc il y a des nouveaux liens qui apparaissent en permanence. Et donc, ce qui se passe, c'est que bien sûr, votre panier se renouvelle dans sa structure. Et quand vous mesurez l'inflation, vous la mesurez d'une année sur l'autre, à chaque fois en modifiant la structure du panier. Si vous avez bien compris qu'en cumulant des taux d'inflation, si vous vous contentez chaque année de dire ah ben, l'inflation de 2%, et au bout de 100 ans, ça va monter de 1,02 à la puissance 100. Vous voyez que ceci est peut-être vrai pour un taux de croissance normal, ou un taux d'augmentation normal, mais évidemment, ça n'a aucun sens de comparer le prix d'un panier de biens aujourd'hui, du panier de biens qui est consommé aujourd'hui, par le prix du panier de biens qui était consommé il y a 100 ans. Il n'est pas du tout composé de la même manière, et la plupart des biens n'existaient pas. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'un indice de l'ASPER, les prix a un sens d'une année sur l'autre, peut-être a un sens 2 ans après, 3 ans après, mais 5 ans après, même 5 ans, la structure de la consommation s'est complètement déformée. Non pas parce que vous mangez moins de viande, parce que vous mangez moins de pommes, mais surtout parce qu'il y a des biens qui n'existaient pas. Comment vous faites pour tenir compte du prix d'un ordinateur? Le prix d'un ordinateur, c'est vous mesurez par rapport aux caractéristiques réelles de l'ordinateur, sa fréquence, sa capacité de stockage, qui s'est totalement effondrée. Comment vous faites pour mesurer le prix d'un ordinateur? Aujourd'hui, si vous utilisez un ordinateur qui a 10 ans, vous ne pouvez pas l'utiliser, vous ne pouvez mettre aucun logiciel dessus. C'est quoi le vrai prix d'un ordinateur? Est-ce que le prix de l'ordinateur a augmenté ou pas? Compliqué. D'accord? Donc, on a ce problème qui est posé en permanence. Et effectivement, vous voyez que, en fait, les indices synthétiques sont des faux amis. Ils ne vérifient aucune des propriétés communes des indices élémentaires. Aucune des propriétés communes des indices élémentaires. Rappelez-vous que pour un indice élémentaire, lorsque vous calculiez l'indice élémentaire entre 2 et 0, vous faisiez simplement l'indice élémentaire entre 1 et 0, et puis vous multipliez par l'indice élémentaire entre 2 et 1. Vous aviez cette propriété. Alors évidemment, pour le faire, il fallait tout diviser par 100. Ok? Mais ceci ne marche plus pour un indice de l'ASPER. Pourquoi? Parce que l'indice de l'ASPER de 2 par rapport à 0 des prix, c'est quoi? C'est simplement 100 fois P2 divisé par P0 scalaire Q0. D'accord? C'est ça, cet indice. Évidemment, si vous combinez ces deux indices de l'ASPER consécutifs, vous voyez le problème, c'est que vous comparez bien P2 par rapport à Q1 à P1 par rapport à Q1. Ça, c'est bien un indice de l'ASPER entre 2 et 1 des prix. D'accord? Mais si vous essayez de le combiner avec un indice de l'ASPER, cette fois, entre 1 et 0 des prix, qui serait P1 par rapport à Q0 divisé par P0 divisé par Q0, d'accord? Vous ne pouvez pas simplifier, vous ne pouvez pas barrer les choses comme on le faisait précédemment. Donc ceci est très différent, bien sûr, de quelque chose qui serait un indice de l'ASPER cumulé. D'accord? Donc, ça veut dire que les indices de l'ASPER, ils ne vérifient pas la propriété de commutativité, de multiplication, comment on appelle ça, de transitivité, de transférabilité. En multipliant deux indices de l'ASPER, vous n'obtenez pas un indice de l'ASPER. D'accord? Vous obtenez autre chose. Et ça, d'accord, vous ne pouvez pas les cumuler. Parce que ça n'a pas de sens, encore une fois, de comparer le panier aujourd'hui au panier que vous consommez il y a 100 ans. Et donc l'INSEE, à chaque fois, en changeant le panier de référence, empêche en fait de cumuler l'indice d'inflation. Pourtant, c'est ce qu'on fait. Donc ça signifie aussi, rappelez-vous, avec cette propriété, on pouvait faire des changements de base. Et là, sur l'indice synthétique, on ne peut pas faire de changement de base. Ok? Donc, effectivement, on ne peut pas, ceci est très différent,
d'un indice de l'asper divisé par 100. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas la même chose. Je terminerai juste en disant ça, c'est que si vous réfléchissez à un indice de prix à la consommation, l'INSEE chaque année dit les prix ont augmenté de 2%. Pour cela, il compare un panier qui est le panier de l'année précédente, au panier de l'année suivante, au prix de l'année suivante en utilisant le panier de l'année précédente. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les combiner. Pourtant, les indices de prix sont aujourd'hui publiés dans une base commune qui est actuellement la base 2010. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, l'INSEE calcule un indice, d'accord, qui n'est pas cumulable, mais en fait, l'INSEE fait comme si on pouvait les combiner, ce qui n'a pas de sens. Et donc, en faisant ça, on crée ce qu'on appelle des indices de l'asper chaînés ou des chaînes de l'asper. Mais c'est juste une forme de fiction, d'accord? Encore une fois, ça n'a pas vraiment de sens. Mais ça permet de régler la question de l'apparition de nouveaux liens. Ça permet de dire ce qu'est la croissance économique. Parce qu'il n'y a pas que l'inflation qu'on mesure. On mesure aussi l'évolution du PIB. Donc en faisant ça, on peut aussi avoir une idée de ce qu'est la croissance à long terme, alors même que la croissance n'a pas du tout le contenu. Donc c'est vrai pour l'inflation, c'est vrai aussi pour la croissance. Ok, je vois que vous êtes avec les pieds, donc on se retrouve la semaine prochaine.